lire le but de la daronne d'Anne Lorquer. J'ai vraiment adoré lire ce livre. C'est pareil. Quand on m'a proposé de le faire, quand je l'ai lu, je me suis dit que j'avais une chance folle. Et j'espère vous transmettre mon enthousiasme. Mes fraudeurs de parents aimaient viscéralement l'argent. Pas comme une chose inerte qu'on planque dans un coffre ou que l'on possède inscrit sur un compte. Non. Comme un être vivant et intelligent qui peut créer et tuer, qui est doué de la faculté de se reproduire. Comme quelque chose de formidable qui forge les destins, qui distingue le beau du laid, le loser de celui qui a réussi. L'argent est le tout, le condensé de tout ce qui s'achète dans un monde où tout est à vendre. Il est la réponse à toutes les questions. Il est la langue d'avant Babel qui réunit tous les hommes. Il faut dire qu'ils avaient tout perdu, y compris leur pays. Il ne restait plus rien de la Tunisie française de mon père, rien de la Vienne juive de ma mère, personne avec qui parler le pataouet ou le yiddish. Pas même de mort dans un cimetière, rien, gommé de la carte, comme l'Atlantide. Ainsi avaient-ils uni leur solitude pour aller s'enraciner dans un espace interstitiel entre une autoroute et une forêt, afin d'y bâtir la maison dans laquelle j'ai grandi, nommée pompeusement la propriété. Un nom qui conférait à ce bout de terre sinistre le caractère inviolable et sacré du droit. Une sorte de réassurance constitutionnelle qu'on ne les foutrait plus jamais dehors. Leur Israël. Mon père était le PDG d'une entreprise de transport routier, la Mondiale, dont la devise était « partout pour tout ». PDG. Un mot qui ne s'emploie plus aujourd'hui pour désigner un métier, comme dans « Il fait quoi ton papa ?»« Il est PDG ». Mais dans les années 70, ça se disait. Ça allait avec le canard à l'orange, les cols roulés en nylon jaune sur les jupes culottes et les protèges téléphones fixes en tissu galonné. Il avait fait fortune en envoyant ses camions vers les pays dits de merde, dont le nom se termine par « an », comme le Pakistan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, l'Iran, etc. Pour postuler à la mondiale, il fallait sortir de prison, car, d'après mon père, seul un type qui avait été incarcéré au minimum 15 ans pouvait accepter de rester enfermé dans la cabine de son camion sur des milliers de kilomètres et défendre son chargement comme s'il s'agissait de sa vie. Cette joyeuse équipe infréquentable sur laquelle mon père exerçait un paternalisme romanesque lui permettait en toute opacité d'acheminer des cargaisons dites additionnelles à ses convois. C'est ainsi que le transport de morphine base, avec ses amis corses pieds noirs, puis d'armes et de munitions, avait fait la fortune de la mondiale et de ses employés royalement payés jusqu'au début des années 80. Pakistan, Iran, Afghanistan, je n'ai pas honte de le dire, mon papa à moi a été le Marco Polo des 30 Glorieuses, en rouvrant les voies commerciales entre l'Europe et le Moyen-Orient. Notre héroïne s'appelle Patience Portefeu. Et pourquoi m'a-t-on appelée Patience ? Parce que tu es née à 10 mois. Ton père nous a toujours dit que c'était la neige qui l'avait empêché de sortir la voiture pour venir te voir après l'accouchement. Mais la vérité, c'était qu'après une attente aussi longue, il était juste archi déçu d'avoir une fille. Et puis tu étais énorme, 5 kilos, un monstre. Et d'un moche, avec la moitié de la tête écrasée par les forceps, quand enfin on est arrivé à t'extirper hors de mon corps. Il y avait autant de sang autour de moi que si j'avais sauté sur une mine. Une vraie boucherie. Et tout ça, pourquoi ? Pour une fille. C'est tellement injuste. Et Portefeu, c'est le nom de mon mari. L'homme qui m'a protégée un temps de la cruauté du monde et m'a offert une existence de joie et de désir exaucés. Les quelques merveilleuses années où nous avons été mariés, il m'a aimée telle que j'étais, avec ma passion pour Rothko, mes robes rose bonbon
et mon incapacité à faire quoi que ce fût d'utile, qui n'a eu d'égal que celle de ma mère. Nous avons commencé notre vie dans des appartements magnifiques, loués avec le fruit de son labeur. Je précise bien loués pour insaisissable, car mon mari, comme mon père, faisait des affaires du genre de celles dont personne ne savait rien, sinon qu'elles nous permettaient un immense confort matériel et sur lesquelles nul n'aurait songé à l'interroger, tant il était généreux, sérieux et bien élevé. Lui aussi faisait fortune grâce au pays dit de merde, dans une activité de conseil en développement des structures nationales de paris d'argent. Pour faire court, il vendait son expertise en loterie et PMU à des dirigeants de pays africains ou du lointain sud-est comme l'Azerbaïdjan ou l'Ouzbékistan. On imagine l'ambiance. Enfin, moi, je la connais bien, cette atmosphère de bout du chemin, pour avoir séjourné de nombreuses fois, tant avec lui qu'avec ma famille, dans d'improbables hôtels internationaux. Les seuls endroits où la climatisation fonctionne et où l'alcool est correct, où les mercenaires côtoient les journalistes, les hommes d'affaires, les escrocs en fuite, où règne dans le bar un ennui tranquille propice au bavardage paresseux, pas loin pour ceux qui connaissent, de l'atmosphère cotonneuse de la salle commune des hôpitaux psychiatriques, ou bien de celle que l'on trouve dans les romans de Gérard de Villiers. C'est à Mascate, au sultanat d'Oman, que nous nous sommes rencontrés, et c'est au même endroit qu'il est mort, alors que nous y séjournions pour fêter nos 7 ans de mariage. En l'épousant, je pensais baigner pour toujours dans l'amour et l'insouciance. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il puisse se passer dans la vie quelque chose d'aussi affreux qu'une rupture d'anévrisme en plein milieu d'un fou rire. C'est comme cela qu'il est mort, à 34 ans, face à moi, au Hayat de Mascate. Ce que j'ai ressenti lorsque je l'ai vu tomber la tête dans son assiette de salade est une indescriptible douleur. Comme si un vide-pomme m'avait été enfoncé d'un coup sec au centre du corps pour emporter mon âme tout entière. J'aurais aimé m'enfuir ou sombrer dans la torpeur d'un évanouissement miséricordieux, mais non. Je suis restée clouée là, sur ma chaise, ma fourchette en suspens, entourée de gens qui continuaient tranquillement leur repas. À partir de cet instant-là, pas une seconde avant, non, à partir de cet instant-là, précisément, ma vie est devenue une vraie merde. Ça a commencé pour moi sur les chapeaux de roue par des heures d'attente dans un improbable commissariat, entouré de valises, avec 2 gamines folles de chaleur, sous le regard appuyé et plein de morgue des policiers du sultanat. J'en cauchemarde encore la nuit. Moi, agrippée à mon passeport, calmant comme je peux mes 2 filles mortes de soif, répondant avec un pauvre sourire aux remarques humiliantes que je suis censée ne pas comprendre. Moi, qui parle l'arabe. Le rapatriement du corps de mon mari étant trop compliqué, un fonctionnaire dédaigneux a fini par me donner l'autorisation de l'inhumer au Petroleum Cemetery, le seul endroit de la région à accepter les koufars, tout en débitant notre carte bleue d'une somme exorbitante. Voilà comment on se retrouve à 27 ans, avec un nouveau-né et une fille de 2 ans, seul, sans revenu, sans toit sur la tête, car il n'a pas fallu 1 mois pour que nous soyons chassés de notre bel appartement rue Rainoir, vue sur Seine, et que notre joli mobilier soit vendu. Quant à notre Mercedes intérieur cuir, eh bien le vieil ottomane bossu et multicondamné que mon mari employait comme chauffeur est carrément parti avec, en nous laissant en plan, mes filles et moi, devant chez le notaire. À ce régime, mon esprit n'a pas tardé à planter. J'avais déjà tendance à tenir des conversations assidues avec moi-même et à manger des fleurs, mais un après-midi, je suis partie comme une somnambule de chez Céline, rue François 1er, habillée de pied en cap avec des vêtements neufs, en coassant à la cantonade « Au revoir, je réglerai plus tard !» quand 2 pauvres vigiles noirs à oreillettes me sont tombés dessus avant que je ne franchisse la porte. Je les ai frappés et mordus jusqu'au sang et on m'a embarqué direct à l'asile. J'ai passé 8 mois chez les fous à considérer ma vie d'avant comme une naufragée regarde obstinément la mer en attendant que quelqu'un vienne à son secours.
On me demandait de faire mon deuil, comme s'il s'agissait d'une maladie dont il fallait à tout prix guérir, mais je n'y parvenais pas. Mes deux petites filles, trop jeunes pour avoir le moindre souvenir de leur merveilleux père, m'ont obligée à me tourner vers ma nouvelle existence. Avais-je le choix de toute façon? J'ai compté les jours, puis les mois qui me séparaient de la mort de mon mari, et un jour, sans m'en apercevoir, j'ai cessé de compter. J'étais devenue une nouvelle femme, mûre, triste et combative. Un être impair, une chaussette dépareillée, la veuve porte-feu. Et puis je me suis mise au travail. Ah oui, le travail. Personnellement, j'ignorais de quoi il s'agissait avant d'avoir été boutée hors du générique d'Amicalement Vôtre par quelque entité malfaisante. Et puisque je n'avais rien d'autre à offrir au monde qu'une expertise en fraude en tout genre et un doctorat en langue arabe, je suis devenue traductrice-interprète judiciaire. J'ai commencé mon travail d'interprète dans les tribunaux par les audiences de comparution immédiate. Vous m'auriez vu à mes débuts. Quel cœur je mettais à l'ouvrage. Je me croyais indispensable et traduisais avec enthousiasme, nuances et ton tout ce que les prévenus voulaient exprimer à leur juge. Il faut savoir que beaucoup des Arabes dont je restituais les propos dans ces audiences de voleurs de poules me faisaient une infinie pitié. Des hommes extrêmement pauvres et peu instruits, de pauvres migrants à la recherche d'un Eldorado qui n'existe pas, acculés à des petites magouilles ou à des vols minables pour ne pas crever de faim. Mais je n'ai pas tardé à comprendre que ma nuance et mon ton, personne n'en avait rien à faire. Le traducteur n'étant qu'un outil pour que la répression passe sans traîner. Il n'y a qu'à voir comment les magistrats parlent pendant ces audiences, leur débit ne variant pas d'un iota, que le traducteur suive le fil ou non, que le type dans le box comprenne ou pas. On me percevait comme un mal rendu nécessaire par les droits de l'homme, pas plus. À peine m'adressait-on la parole du bout des lèvres. La traductrice est là? Oui, bien, alors on peut commencer. Bon, vous êtes prévenu d'avoir à Paris, blablabla, et comme ça, sans respirer pendant 10 minutes. C'était particulièrement pathétique chez mes confrères en langage des signes, qui s'agitaient comme des robots déréglés pour traduire 1% de ce qu'ils parvenaient à saisir au vol. Mais lorsque l'un d'entre nous avait l'outrecuidance de réclamer une pause pour se faire comprendre du pauvre air dont il avait la charge et qui pigeait que dalle, le magistrat prenait un air de souffrance et fermait les yeux du style « je fredonne mentalement un petit air de musique en attendant que ça passe ». Évidemment, les fâcheux étaient catalogués comme pinailleurs et n'étaient plus jamais appelés. J'ai très vite arrêté de faire des efforts. Quand je trouvais mon type touchant, il m'arrivait, dans le flot de paroles d'un juge, de lui dire des choses en arabe comme « dis à ces connards ce qu'ils ont envie d'entendre et qu'on en finisse, que t'as volé pour pouvoir prendre un billet de retour tellement t'as hâte de partir. » Pour des dossiers plus compliqués, avec plusieurs mis en examen, lorsque j'avais des écoutes à traduire, il m'arrivait même d'inventer des trucs de toutes pièces pour défendre ceux de la bande que je trouvais les plus pitoyables. Mais je pouvais aussi faire l'inverse et décider de les couler, en particulier lorsqu'il s'agissait de défendre leur pathétique épouse, des filles naïves qui se faisaient mener par le bout du nez. Multipliant les prostituées ou les maîtresses, leurs salauds de mari, dont je partageais sous mon casque l'intimité dégueulasse, leur parlaient comme à des chiens et poussaient le cynisme à mettre à leur nom à elles leur ligne business de téléphone portable, leur voiture de go fast ou leur propriété issue du blanchiment d'argent. À celle-là, je racontais ce que j'avais entendu dans mes écoutes, à quel point elles étaient prises pour des connes, afin qu'elles cessent d'aller 2 fois par semaine au parloir, chargées comme des mules de sacs de linge. Sinon, j'étais payée au noir par le ministère qui m'employait et ne déclarait aucun impôt. Un vrai karma, décidément. C'est d'ailleurs assez effrayant quand on y pense que les traducteurs sur lesquels repose la sécurité nationale, ceux-là même qui traduisent en direct les complots fomentés par les islamistes de cave et de garage, soient des travailleurs clandestins
sans sécu ni retraite. Franchement, comme incorruptibilité, on fait mieux, non? Enfin, moi qui suis corrompu, je trouve ça carrément flippant. Au début, ça me faisait marrer. Et puis un jour, ça m'a plus fait rire du tout. J'assistais à un pauvre Algérien dans une audience d'indemnisation de la détention provisoire. C'est une juridiction civile où l'on débat du montant du dédommagement que l'État doit verser à un innocent pour avoir gâché sa vie. Ce jour-là, ce défilé d'erreurs judiciaires se tenait devant un magistrat particulièrement exécrable qui toisait chaque comparant d'une moue narquoise du genre « Vous, innocent, et puis quoi encore ?» L'arabe en question, un ouvrier du bâtiment qui avait ravalé la façade d'un immeuble où logeait une cinglée, avait fait 2 ans et demi de détention provisoire pour un viol qu'il n'avait pas commis, avant d'être acquitté par la cour d'assises après la rétractation de la dite cinglée. Il m'avait tenu la jambe pendant l'heure qui avait précédé l'audience pour m'expliquer à quel point ce moment comptait pour lui, voyant là enfin une occasion de déballer tout ce qu'il avait sur le cœur, la promiscuité en prison, les brimades que ses co-détenus réservaient aux pointeurs comme lui, les 2 douches par semaine, sa femme repartie au bled avec ses enfants, sa famille qui ne lui parlait plus, son logement qu'il avait perdu. Il avait tant de choses à dire. Le tribunal aurait pu l'écouter 5 minutes, ne serait-ce que pour s'excuser qu'un juge d'instruction ait foutu sa vie en l'air pour l'avoir maintenu sans preuve en détention durant 30 mois. Eh ben non. Le président, méprisant, la coupée nette. Monsieur, vous travailliez au noir à l'époque. Vous n'avez aucune prétention à réclamer quoi que ce soit. Pour nous, vous n'existez même pas. Je ne trouvais plus mes mots en arabe, tellement j'avais honte. J'arrivais même pas à le regarder en face. J'ai commencé par balbutier, et puis c'est sorti tout seul. Moi aussi, monsieur le président, je suis payé au noir. Et par le ministère de la Justice en plus. Alors, puisque je n'existe pas, débrouillez-vous sans moi. Et je suis partie, laissant tout en plan. C'est comme cela que progressivement, j'ai fui la traduction des audiences et des gardes à vue pour me concentrer sur les écoutes téléphoniques dans les enquêtes de stupes et de grand banditisme. J'échappais ainsi à la société de tous ces types qui me contaient leurs déboires, les menottes au poignet, moi, la première et la seule dans la chaîne répressive à parler leur langue, car contrairement aux paternalistes bourgeois de gauche, je n'ai jamais eu besoin de consacrer du temps aux gentils arabes pour me sentir exister. Il y a de tout chez eux comme chez tout le monde. Des types respectueux comme des gros porcs. Des gens progressistes comme des blédards archaïques. Des types perdus et isolés, aussi bien que des villages entiers qui envoient leurs jeunes pour commettre des délits et ramener de l'argent au pays. De tout. Je traduisais principalement pour la Brigade des Stupes dans ses locaux du 36 quai des Orfèvres, pour l'OCTRIS, l'Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants de Nanterre, ou pour la 2e DPJ. Mais au fur et à mesure du progrès en matière numérique, et parce que je suis Patience Portefeu, la Française qui parle arabe, soit une personne au-dessus de tout soupçon, on m'a laissé me replier chez moi pour travailler sur des fichiers audio devant mon ordinateur. Du coup, lorsque ma mère a eu son attaque et que mes filles ont judicieusement fui mon acariâtre personne pour aller vivre en colocation, je me suis claquemurée chez moi comme un hikikomori. C'est à partir de ce moment-là que je me suis lancée dans les traductions de conversations ineptes de trafiquants de stupes au kilomètre, pour payer les 3 200 € par mois que me coûtait l'EHPAD dans lequel j'avais dû placer ma mère. Communication numéro 1387. Haribo prévient Cortex qu'il doit appeler Juju parce qu'il ne répond pas. Communication numéro 1488. Cortex demande à Juju de montrer la queutru. Communication numéro 1519. Juju n'a plus de chocolat, mais il a du verre. Communication numéro 1520. Juju a besoin que Cortex lui ramène 2 de 12 et une salade. Communication numéro 1637. Haribo commande 1 000 € de jaune et lui envoie un petit dans la demi-heure.
Communication numéro 1692, Haribo et place Gambetta, le petit n'est pas là. Communication numéro 1732, Gnocchi lui demande 10 disques. Cortex lui dit que dans une demi-heure, il le retrouvera à la chicha, le Balboa. Je traduisais ça à l'infini, encore et encore, tel un cafard bousier. Oui, ce petit insecte robuste de couleur noire qui se sert de ses pattes antérieures pour façonner des boules de merde qu'il déplace en les faisant rouler sur le sol. Eh bien, son quotidien minuscule est à peu près aussi passionnant que ce qu'a été le mien pendant presque 25 ans. Il pousse sa boule de merde, la perd, la rattrape, se fait écraser par son fardeau, n'abandonne jamais, quels que soient les obstacles et les péripéties rencontrées. Voilà ce qu'a été ma vie professionnelle, et ma vie tout court d'ailleurs, puisque j'ai passé mon temps à bosser. Au début, j'écoutais cette mélasse avec un intérêt de naturaliste en quête d'un quelconque sens qui aurait pu rejaillir sur ma vie. Mais il n'y a rien d'autre là-dedans que ce qu'on pourrait entendre dans une boulangerie. Qu'est-ce que je vous sers? Avec ceci, ce sera tout? C'est ce que je pourrais écrire, c'est que je pourrais écrire une thèse sur les trafiquants de stupéfiants. Tant j'en ai écouté et tellement je les connais bien. Leur petite vie est à l'image de celle de n'importe quel cadre de la défense, totalement dépourvu d'intérêt. Ils ont en général 2 lignes de téléphone, la business, qui change sans arrêt de numéro, et la halal, plus pérenne, consacrée à leur vie privée. Le truc est qu'ils parlent aux mêmes personnes avec les deux, et que souvent ils se trompent de mobile. Ouais frère, salam alaikum, apporte-moi 10 à la chicha. L'interlocuteur raccroche sans dire un mot. 2, 3 essais suivent, mais l'interlocuteur ne décroche plus. Message. Mec, ça se fait pas de pas décrocher. Juron. Je te rappelle sur l'autre. Et du coup, la ligne halal est grillée. On remonte alors très vite sur le nom de son titulaire, par le biais des appels de papa, maman, des frères et des sœurs, qui eux n'affublent pas leur interlocuteur de ces surnoms crétins qu'ils se donnent pour ne pas qu'on les reconnaisse. Même ceux qui sont très méfiants, qui ne se parlent que par WhatsApp, Telegram ou BlackBerry PGP, à un moment, parce qu'ils ont besoin de pousser un coup de gueule, ne peuvent s'empêcher de prendre leur téléphone sur leur ligne classique et se trahissent comme les cons qui sont. Parmi ces dossiers, il s'en trouvait un qui me donnait beaucoup plus de travail que les autres, en ce que les protagonistes, des Marocains d'origine, ne parlaient qu'en arabe. Il me fallait donc traduire l'intégralité des écoutes, et pas seulement quelques phrases par-ci par-là, comme c'était généralement le cas. Il s'agissait là d'un trafic de shit qui fonctionnait en circuit court, du petit producteur au consommateur, bien loin des go-fast et de leur décorum. Des trafiquants totalement hors du milieu truand habituel, dénoncés non pas par un concurrent, mais par un voisin au bled, à cause d'une sombre histoire de source d'eau en mode Jean de Florette, comme diraient les jeunes. Le producteur, Mohamed Ben Abdelaziz, vivait à Oued Laou, un petit village marocain occupant une position stratégique au bord de la mer, au pied du Rif, et de ses cultures de cannabis à 40 km de l'enclave espagnole de Ceuta. Sur une petite parcelle d'à peine 6 hectares, il faisait pousser la cardala, une variété d'herbe à haut rendement, des plantes courtaudes, lourdes et pleines de fleurs, très riches en THC, qu'il récoltait lui-même et, ce qui est plus rare, dont il extrayait lui-même la résine et qu'il pressait lui-même. Une fois la drogue parvenue en Espagne, l'intégralité de sa créance de cannabis lui était réglée au Maroc par le biais de l'escompte via un sarraf, un banquier en arabe. Tout ça fonctionnait dans un milieu fermé, exclusivement marocain, où tout le monde se connaissait, à la fois en France et au bled. Un circuit court de vente et de blanchiment, donc, totalement calqué sur l'économie réelle. Du producteur au consommateur, comme les paniers de légumes bio pour Bobo. Mohamed Ben Abdelaziz, le producteur, faisait transporter sa drogue par son neveu, un Français de 24 ans, originaire de Vitry, en banlieue parisienne. Quand j'ai commencé à écouter cette famille, la drogue était chargée dans un camion transportant des légumes. Celui-ci passait la frontière de Ceuta grâce à la complicité d'un cousin douanier,
puis remontait à travers l'Espagne vers la France, jusqu'en banlieue, où l'attendaient les grossistes qui se chargeaient, avec leurs équipes, de sa vente sur Paris. Ligne bise. J'avais, je l'avoue, pris tous ces jeunes en sympathie, car ils n'avaient pas du tout le profil habituel de la petite racaille immature et sociopathe à laquelle je m'étais habituée. En particulier Hafid, le neveu du producteur Riffin, qui était sérieux, respectueux et travailleur. Autre fait notable, il parlait un arabe correct lorsqu'il s'adressait à ses grossistes, en l'occurrence ses copains d'enfance, bien que ces derniers ne comprennent pas toujours tout. Ligne bise. Sa mère vivait en France. Elle était séparée de son mari, un Algérien qui était reparti au bled, épouser une femme plus jeune. Ligne halal. Compte tenu des informations que j'avais glanées au fil des conversations, j'avais compris que si Hafid s'exprimait en arabe alors que sa langue était le français, c'était pour montrer à sa façon que le pays où il avait grandi l'avait déçu. Son rêve avait été de monter un garage de voitures de luxe sur la Côte d'Azur. Il s'était conformé à tout ce que la société attendait de lui. Ne pas traîner, se tenir à carreau, s'appliquer à l'école, puisqu'il avait eu son BTS, conception et réalisation de carrosserie, avec une mention très bien. Malgré tous ses efforts, à la sortie des études, il avait pris en pleine face le grand mensonge français. La méritocratie scolaire, opium du peuple dans un pays où on n'embauche plus personne, encore moins un arabe, ne lui apportait pas les moyens de financer ses rêves. Alors, au lieu de rester à bovariser avec ses copains en bas de sa barre d'immeuble ou de fournir Daesh en chair à canon, il était parti vivre dans le pays de ses parents avec son BTS en poche et l'idée d'en repartir au plus vite. Et puisque son oncle Mohamed produisait des briques de résine de cannabis, il s'était retrouvé à mettre son expertise en carrosserie au service de la fabrication d'indécelables double fonds pour les camions qui remontaient la drogue familiale. Ligne bise de l'oncle aussi sur écoute. Je trouvais que les Ben Abdelaziz étaient des gens sympathiques et pleins d'entrain, chez qui on ressentait un amour de la vie fort et tenace. Un sentiment qui me faisait totalement défaut à l'époque, en particulier en raison de l'hospitalisation de ma mère, période durant laquelle je ne faisais que travailler pour payer son EHPAD, pleurer et dormir. Chausser un casque et les écouter raconter leurs histoires, c'était pour moi une façon de quitter mon appartement triste, ou le bureau encore plus triste de la brigade des stupes, afin de vivre leur vie par procuration. Et ça me faisait du bien. Je ne traduisais jamais leurs appels privés. Je marquais toujours « sans intérêt pour l'enquête en cours », ce qui ne m'empêchait pas de suivre leur pérégrination pour le plaisir. Comme si je prenais quotidiennement des nouvelles d'une branche éloignée de ma famille. Parfois même, j'allais sur Google View. Je poussais ma petite flèche sur la longue route rose qui longeait la mer bleue avec en fond sonore une chanson de Tina Riwen. Je m'imaginais ainsi marcher derrière Hafid à Oued Laou, le vent du large dans les cheveux. Chapitre 3. Lorsque je n'étais pas en train de suivre le feuilleton des péripéties de ma nouvelle famille marocaine, histoire de me détendre donc, j'allais visiter ma mère dans son mouroir. Franchir la porte automatique de cet établissement poétiquement nommé les Éoliades, c'était comme passer une frontière entre la vie et un univers où le jaune des murs me sautait aux narines avec son odeur de soupe de légumes, de détergent industriel et d'alaise sale. M'accueillait là, parqué dans le hall en attendant qu'on les pousse dans la salle à manger, une centaine de vieillards hagards, dodelinant de la tête comme pour dire non à la mort. Au milieu de cette humanité défaite, je retrouvais ma mère sanglée dans une espèce de nacelle coquille, fixant le plafond de ses yeux aveugles, écarquillés comme des soucoupes, attendant que les cieux s'entr'ouvrent comme les portes d'un magasin le premier jour des soldes. Une fois entrée, je la montais dans sa chambre. Là, je lui administrais avec une impatience palpable sa bouillie spéciale déglutition pour hémiplégiques lourds.
Je lui enfilai ensuite sa grenouillère taille adulte. On ne dit pas grenouillère, madame, c'est infantilisant, mais combinaison de nuit. Achetée par paquet de 10 sur Internet, c'est pour éviter que les grabataires ne fourragent dans leurs couches. On ne dit pas couche non plus, madame, mais protection, en rapport avec le désagrément physique lié à la dépendance. Les couches, c'est pour les bébés. Puis j'attendais, tout en écoutant ces élucubrations, que les femmes de service la mettent de la nacelle au lit. Lorsqu'on la désencoquillait avec un treuil de ce truc en plastique blanc et qu'on la posait sur ses draps, elle avait l'air si vulnérable, recroquevillée dans son vêtement en pilou, que c'en était carrément dérangeant à voir. Elle, qui avait été si élégante dans ses robes en mousseline lilas, avait à présent les dents sales, la bouche pâteuse de médicaments, les cheveux entièrement gris et le visage couvert de poils disgracieux. À chaque fois, je sortais de ces visites au mouroir complètement essorée. Pour attendre l'ascenseur, le temps que l'on remonte tous les vieillards dans leur chambre, je me laissais tomber sur une petite méridienne et m'abandonnais à la tristesse de la situation, de ma vie, de la vie en général, qui me dégringolait dessus comme un câble rompu largue sa charge. Me sentant déraisonnablement maudite pour une personne vivante, je pleurais. Je pleurais d'impuissance, encore et encore. Et cette incontinence émotionnelle me mettait à chaque fois dans l'embarras face au personnel qui se sentait obligé de me consoler, même si je dois reconnaître qu'un sentiment tel que la honte est à la limite du déplacé dans un EHPAD. Et c'est là, précisément sur cette méridienne, qu'a commencé mon aventure. Une Alzheimer, Madame Léger, convaincue de se rendre à son travail de chef d'atelier chez Balmain, passait et repassait devant moi en trottinant. Au début, je croyais qu'il s'agissait d'une personne visiter un proche, tant elle était tirée à 4 épingles. En fait, cette dame, si élégante, avec son sac à main en bandoulière et ses talons hauts, était ce que l'on nomme un résident errant, un patient en perpétuel mouvement, enfermé dans son obsession d'aller quelque part. Compte tenu de la topographie des lieux, un couloir circulaire, cette pauvre femme tournait comme un poisson rouge dans son bocal, effaçant sa mémoire à chaque révolution. Elle devait me prendre pour l'une de ses petites mains en train de se la couler douce parce que, à chaque passage, persuadée de m'avoir débusquée pour la première fois, elle m'adressait une réflexion désagréable avant de repartir pour un tour. « Ma fille, cessez de pleurer. Vous avez 2 mains gauches, hein, vous n'êtes pas faite pour la couture, voilà tout. Retournez travailler au lieu de vous exposer comme une prostituée. » Un tour, et hop. « Vous croyez quoi? Qu'on va continuer à vous payer vos éternelles pauses cigarettes? Remettez-vous à l'ouvrage. » En général, au 3e tour, j'arrêtais de pleurer. Et au 5e, je me marrais franchement. Ce qui donnait lieu à des menaces de licenciement pour insubordination de la part de ma chef d'atelier Alzheimer Balmain. Mais un jour d'avril, Madame Léger s'est échappée. C'est moi qui m'en suis rendu compte. J'ai demandé entre 2 sanglots à une femme de service s'il lui était arrivé quelque chose, vu qu'on me laissait glander en toute impunité sur ma méridienne. « C'est vrai ça? Elle est où encore, Madame Léger ?» m'a répondu une gentille dame africaine avec son accent ivoirien à couper au couteau. Elle a donné immédiatement l'alerte et tout le personnel est parti à sa recherche. Chaque chambre et toutes les parties communes ont été méthodiquement fouillées en vain. Plus de Madame Léger. Elle s'était fait la malle en arrachant son bracelet anti-fugue, comme le Raptor de Jurassic Park. Et le lendemain, en écoutant la conversation de la mère d'Afid avec son fils sur la ligne Halal, j'ai entendu de sa bouche exactement la même histoire. Je savais qu'elle était aide-soignante dans un EHPAD à Paris, mais j'étais à 100 lieues d'imaginer que le sort l'avait placée aux Éoliades, au chevet de ma propre mère. J'ai mis une bonne semaine à la repérer, vu que dans les mouroirs, c'est comme dans les hôpitaux ou les crèches, il n'y a pratiquement que des Noirs et des Arabes qui y travaillent. Racistes de tous bords, sachez que la première
Et la dernière personne qui vous nourrira à la cuillère et qui lavera vos parties intimes est une femme que vous méprisez. Je l'ai reconnue au fait qu'à 18h55, toute affaire cessante, elle s'isolait dans le local technique pour prendre l'appel de son fils. Appel dont je recevais le fichier horodaté le jour suivant. Elle ne pouvait qu'être au courant de son business. Pourtant, à écouter tous les soirs sous mon casque leur candide bavardage, on pouvait vraiment se demander si quelqu'un dans cette famille savait que le trafic de drogue était une activité illicite et sévèrement réprimée en France. Cette femme, je la connaissais de vue, sans l'avoir vraiment remarquée, pour être de celles qui me tendaient de temps à autre un plateau de gâteaux orientaux lorsque je pleurais sur ma méridienne. Comme elle était de l'équipe de jour, et que moi je venais surtout le soir, je ne lui avais jamais vraiment adressé la parole. Bonjour, au revoir, comme à toutes ses collègues. Il faut dire que lorsqu'on se trouve dans ce genre d'endroit, le nez dans sa propre finitude, on n'a pas vraiment envie de faire la conversation. De quoi parlerait-on de toute façon? À part le pipi caca et la mort, je ne vois pas. À moins d'être un être totalement détraqué, on pénètre dans un EHPAD avec l'obsession d'en ressortir au plus vite. C'était une dame un peu plus âgée que moi, d'origine marocaine, très souriante, et qui portait le foulard, au passage très bien toléré lorsque les musulmanes se bornent à faire le ménage et à torcher les vieux. Par curiosité, j'ai avancé un peu mes horaires de visite et je me suis mise à la regarder d'un autre œil. Khadija, car tel était son nom, est venue d'elle-même me parler, alors que j'essayais de faire ingurgiter à ma mère un truc couleur méduse. Ça faisait à peine 5 minutes que j'y étais et j'avais déjà envie de lui écraser le pot sur la figure. Elle m'a retiré avec douceur la cuillère des mains. Si votre maman ne veut pas manger, c'est parce qu'elle sent que vous êtes toute crispée. Vous avez les dents tellement serrées quand vous approchez la cuillère qu'elles vont finir par se casser. Les vieux, c'est comme les bêtes, ça sent tout. Ma mère venait confirmer son analyse en me toisant, telle une vieille tortue hostile, du fond de sa nacelle carapace. Regardez-la, elle refuse obstinément d'ouvrir la bouche. Caressez-la en même temps que vous lui donnez à manger, et vous verrez, elle se détendra. Et elle s'exécuta en passant sa main sur son bras flétri et couvert de taches brunes. Je ne peux pas faire un truc pareil, ai-je fait, pétrifiée de dégoût. C'est pas grave, on est là pour ça. Personne ne devrait avoir à vivre une situation pareille, ni elle ni moi. C'est horrible de finir comme ça. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas là, elle n'est pas emmerdante comme ça, votre maman. Elle est plutôt gaie, hein, ma princesse. Et elle a embrassé ma mère, qui avait déjà complètement oublié ma présence et qui roucoulait en yiddish, son visage à moitié paralysé. Ich bin eine Prinzessin. Elle nous raconte beaucoup d'histoires. Elle nous parle des réceptions magnifiques, quand votre père était ambassadeur à Miami, des invités, du champagne, des belles robes, des palmiers. Tout ça, ça nous fait rêver un peu, ça nous change. L'ironie suffocante de la situation m'a remonté le moral. J'ai souri. Les câlins, on ne sait pas trop faire dans la famille. Mais je sais à ce qu'elle me raconte de votre vie, de vos filles, tout ça, qu'elle a toujours été là, avec vous. Oui, ah oui, ça je ne peux pas le nier. Elle a toujours été très là, à sa façon, dirons-nous. Vous êtes toutes les deux en colère par rapport à ce qui est en train de se passer, et c'est normal. Votre maman sent qu'elle glisse. Du coup, elle se raccroche à tout ce qu'elle peut, y compris à vous, ce qui fait qu'elle est insupportable. Elle a peur de la vie qui finit. Et vous aussi, vous avez peur. C'est un moment difficile, qui se passe toujours très mal. C'est pour ça qu'on est là, pour que ça soit moins dur pour les familles. Et si vous me permettez, ça ne sert à rien de venir tous les jours. Vous ne supportez plus. Et après, vous n'aurez plus que des mauvais souvenirs d'elle. On s'en occupe bien de votre maman. Et s'il y a un problème, on vous appelle. Allez, rentrez chez vous. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré sur ma méridienne. J'ai même invité mes 2 filles à dîner et leur ai fait ce que ma mère appelait sa spécialité culinaire. Les filles, avec cette recette, vous serez au top en toutes circonstances.
Il serait exagéré de dire que nous avons sympathisé, Khadija et moi, mais elle était d'une telle gentillesse, d'une telle patience envers les vieux et leurs familles, qu'elle m'a permis de surmonter ma mauvaise conscience, de n'arriver à rien. J'ai suivi ses conseils et espacé mes visites. Mais vers la fin juin, les choses se sont compliquées. Ça faisait déjà 2 mois que je restais assez floue dans mes traductions sur les quantités importées par son fils Hafid. Dans les premières écoutes, il remontait dans son petit camion à légumes, tel une discrète fourmi, 50 kilos par voyage, puis 60, puis 70. À un moment, je me suis arrêtée de traduire, passant cette précision sous silence, en marquant inaudible dans mes rapports. Les très rares fois où les quantités étaient évoquées. En avril, on parlait de 250 kilos. Et en mai, on avait acheté un camion plus grand. Moi, on ne me donnait que les conversations qui contenaient de l'arabe à traduire. Mais je savais que, de leur côté, les policiers de la brigade des stupes écoutaient les grossistes qui parlaient entre eux et avec leurs clients en français. Les copains d'Hafid étaient tous très méfiants et se bornaient à annoncer par SMS des arrivages de fraîches, sans plus. Je suppose qu'eux-mêmes ne connaissaient pas précisément les quantités remontées avant que la drogue ne leur soit livrée. La famille Ben Abdelaziz, fin avril, avait investi dans un Crompton d'occasion, un bateau à moteur semi-rigide à fond plat pour passer la frontière espagnole par la mer. Le nouveau camion est embarqué définitivement à Ceuta. Je n'ai pas passé ce détail sous silence dans mes comptes rendus d'écoute, car tout le monde, au Maroc comme en France, ne parlait que de cette acquisition et des balades en mer qu'ils pourraient tous aller faire l'été, comme des oufs qui disaient, même si Hafid calmait les ardeurs de chacun en précisant qu'il s'agissait d'un outil de travail. En juillet, Hafid projetait un passage non plus seul, mais accompagné de son oncle. Sur la plage de Calamocaro, à Ceuta, devait l'attendre une équipe spécialisée dans le déchargement de stupes, les Aquadores, dont le travail consistait à sécuriser le lieu de débarquement et à exfiltrer la drogue le plus efficacement possible vers le camion au double fond. Une fois la drogue dans le camion, les 2 hommes comptaient la remonter non pas à l'aide d'autres voitures en convoi de go fast, mais seuls, discrètement, à une allure pépère, dans leur transport de légumes jusqu'à un entrepôt situé du côté de Vitry où les attendaient, en plus de 3 copains habituels, 2 autres grossistes avec leur véhicule. Au retour, Hafid projetait de ramener le camion et de descendre sa mère et sa sœur au bled pour les vacances d'été. Les policiers, sentant la grosse prise, s'étaient décidés pour une arrestation en flagrant délit, histoire, comme ils disaient, d'écraser les fourmis chiteuses à coups de tatane avant de partir en vacances au soleil. M'est alors apparue l'absurdité totale de ma situation. Je falsifiais allègrement des écoutes téléphoniques, au mieux par pur mauvais esprit, au pire pour faire plaisir à la maman d'un trafiquant de stupes qui ne m'avait au demeurant rien demandé, et on allait découvrir dans un box de parking à Vitry je ne sais quelle quantité de shit de qualité supérieure, dite olive, allant jusqu'à 5 000 € le kilo. J'ai couru, paniqué à la maison de retraite. Là, j'ai cherché Khadija. Puis, après l'avoir traînée dans le local technique, je lui ai brièvement exposé en arabe qui j'étais vraiment, ce que j'avais fait et ce que je savais. Je lui ai demandé d'appeler son fils, qui devait être, compte tenu du moment où j'avais quitté la brigade, à peu près à la hauteur d'Orléans. Elle m'a regardée atterrée, mais n'a pas pipé mot pour m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est exécutée et lui a exposé la situation avec un sens de la synthèse et un sang-froid magnifique. « Tais-toi et écoute, il y a une dame devant moi qui parle arabe et qui dit que tu dois sortir de l'autoroute et cacher quelque part les petits poissons. Après, tu dois y retourner et tu ne dois pas prévenir les autres, car sinon ils vont creuser et ils sauront que c'est moi et la dame qui t'avons prévenu. Ils t'attendent à Vitry, ne leur résiste pas, s'il te plaît. » Je regardais en même temps le trajet de l'A10 sur mon téléphone portable. Demandez-lui quelle est la sortie d'autoroute qu'il a devant lui. La dame demande à quelle sortie tu es exactement. Devant moi, il y a la 14 Orléans Nord. Dites-lui de jeter son téléphone Dites-lui de jeter son téléphone par la fenêtre tout de suite et de ne sortir qu'à la 12, sinon on va le repérer avec le bornage. À la 11, il y a le péage de Saint-Arnaud et la police y a mis 2 voitures de surveillance. Tu jettes ton téléphone tout de suite et tu
sors à la 12 pour cacher les poissons, tu entends? À la 12. Après, tu pourras plus. Au revoir, maman, a-t-il dit à sa mère en raccrochant. Khadija m'a fixé les yeux écarquillés par la peur, puis s'est mise à sangloter. Après, il faut lire le livre.